Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Bellet. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil, Thierry, pardon. Il fait pas de vélo, le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot, le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à tous et bienvenue pour... j'ai le générique qui se relance une deuxième fois malheureusement. Bref, bonjour à tous et bienvenue à tous encore une fois pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors c'est pas la sortie du dimanche à proprement parler, on va juste faire un petit point avec Théo qui m'accompagne ce soir. Salut Charles, salut tout le monde. Salut Théo, donc ouais on va faire un petit point sur les courses de la semaine parce que j'imagine que samedi ou dimanche en fonction du jour qu'on va choisir, on va plus se focaliser sur le Tour de Lombardie. Mais là, on s'est dit avec Théo que ça pouvait être sympa de vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette semaine, parce que justement, Théo, il y a le Tour de Lombardie qui arrive, et la plupart des favoris, enfin de ceux qui peuvent prétendre à la victoire ou à un podium sur la course italienne, ont couru cette semaine, et on a vu déjà qui se dégageait parmi les meilleurs. Ouais, la préparation pour le Tour de Lombardie, c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de courses juste avant. Toutes les courses qui sont un peu dans le même coin, qui sont principalement pour des grimpeurs, même s'il y a des courses plates. Et on a vu on a pu un peu voir l'état de forme des différents favoris. Je pense qu'on peut commencer par la personne qui a le plus impressionné cette semaine. C'est Primož Roglič, qui après avoir déjà gagné le Tour d'Émilie la semaine dernière, a gagné Milan-Turin cette semaine, et vraiment avec une forme incroyable. Enfin, vraiment, il a paru au-dessus du lot, il a paru se balader. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais hier, dans l'ascension finale, il a gagné devant Yates, Almeida et Pogačar, donc que du beau monde. Il s'est vraiment baladé dans l'ascension finale, quoi, en suivant Yates, mais vraiment, à un moment donné, il l'a laissé partir et il est revenu dans sa roue en 2 secondes. Et sur le sprint, je crois qu'il met quelque chose comme 11 secondes à 12 secondes à Yates sur le sprint. C'était vraiment très impressionnant. Ouais, c'est vrai que t'as raison, c'était impressionnant, mais d'autant plus que je sais pas si t'as pensé la même chose, mais à un moment j'ai cru moi que Roglič était en difficulté. Tu sais, à un moment ici, Yates sort comme il a l'habitude de sortir en accélérant petit à petit, et on voit qu'il se retourne, qu'il regarde Pogačar et Almeida, et à ce moment-là j'ai cru qu'il était pas bien, et finalement il est revenu comme t'as dit assez facilement, et sur un sprint long, qui était peut-être la seule chance de Yates, je pense qu'il a bien joué sur ce coup-là de le faire comme ça, mais finalement Roglič était imbattable, imprenable, et ouais, c'est vrai qu'on se demande comment il peut être battu samedi, pardon. Ouais, ça c'est un peu les points forts pour Roglič, c'est que on se demande comment il peut être battu. Son équipe aussi était plutôt pas mal cette semaine, j'ai trouvé. Même s'ils n'ont pas tous couru partout, ils devraient être en forme samedi. Après, un peu les inconnus pour Roglič, c'est les adversaires qu'il a battus. Je pense qu'ils seront plus en forme samedi. On en parlera plus tard, mais par exemple Pogačar ou Yates, ils n'ont pas forcément abordé cette semaine de la même manière que lui, parce qu'on se rappelle, il y a en tout, par exemple, il y avait 3 ou 4 courses en Italie cette semaine, Ouais, 4 avec Sagno, et ils n'ont pas tous fait les mêmes courses, donc ça peut jouer sur la forme du jour et ça peut jouer sur la récup. Et aussi, là où il est le plus impressionné sur Milan-Turin, l'ascension finale, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme 4 km à 9%, presque 5 km à 9%, voilà. Et c'est pas des pentes qu'on va retrouver sur le Tour de Lombardie. Donc est-ce que, malgré sa forme resplendissante, il arrivera à s'isoler ou à faire une sélection suffisamment forte pour la Lombardie? Voilà, ça reste un peu ouvert. C'est un bon favori, mais c'est pas non plus. Je pense pas que je mettrais ma main à couper que Roglič gagne samedi, par exemple. Ouais, je suis d'accord avec toi, Théo. Quand tu dis que c'est ouvert, ça me permet justement de rebondir sur ceux qui seront pour moi les principaux adversaires
de Primoz Roglic samedi en Lombardie. C'est la Deceuninck Quick-Step qui va aligner un trio Remco Evenepoel, hein, qui a gagné lundi assez facilement la Coppa Bernocchi, Joao Almeida qui fait 3 hier, puis Juan Alaphilippe qui, on le sait, s'est préparé ses objectifs. Alors quand on connaît le parcours du Tour de Lombardie, parce qu'il faut le dire, hein, Milan-Turin, c'était un petit peu un concours de watts, parce qu'on arrivait au sommet de la basilique de Superga, donc forcément le plus fort gagne, dans ces cas-là, il n'y a pas de surprise, mais samedi, la dernière bosse, si je ne me trompe pas, elle est le sommet sera environ à 30 bornes de l'arrivée. Donc est-ce que ça aussi, à ton avis, Théo, ça peut jouer en faveur d'une équipe qui a un gros collectif qui pourrait tenter de sortir un peu plus tôt? Par exemple, Remco Evenepoel, je crois que lundi, lors de la Bernocchi, il sort avant le pied de la dernière difficulté et personne ne le revoit. Est-ce que ce tracé cette année du Lombardie, qui est différent, je pense, de l'année dernière, peut favoriser un gros collectif selon toi? Bah oui, clairement, effectivement, l'arrivée de la dernière grosse montée, elle est à 30 bornes de l'arrivée. Il y aura encore un petit mur juste avant l'arrivée, mais c'est pas suffisant pour faire Enfin, ça sera suffisant pour faire des différences au punch, mais c'est pas une filière où Roglic est imbattable par rapport à un Alaphilippe, par exemple. Et ouais, totalement, en fait, je pense que ce tracé du Lombardie, il peut favoriser une course d'équipe. Evenepoel, il a même fait presque plus impressionnant ou moins impressionnant, ça dépend comment on voit les choses. Il est parti à 150 km de l'arrivée dans un groupe de 5 avec notamment Pinot, Battistella, Rota et je sais plus qui c'était. Ouais, Covey, ouais. Et il les a lâchés à 30 km de l'arrivée sur le plat et il a terminé avec 2 minutes d'avance. Donc vraiment du Remco, un peu une victoire classique de Remco, j'ai envie de dire, où voilà, il bourrine tout le monde, mais pas forcément dans la montée, mais il fait la différence sur le plat, il est tellement aérodynamique. Et ben voilà, il place vraiment ses pions pour faire partie de la stratégie de Koenig et pour être une carte au moins pour tenter de gagner. En plus, on l'a vu plutôt à l'aise dans la descente, alors pas sur la Bernocchi, mais sur le Tour d'Émilie samedi dernier, il avait l'air plutôt à l'aise en descente. On sait que bah, voilà, c'est un peu ça l'histoire de ce Lombardie, en tout cas un des scénarios de ce Lombardie qu'on attend, c'est comment Remco, après sa chute terrible de l'an dernier, va se comporter dans les descentes. Après, la question, c'est quel leader chez Koenig? Voilà, Remco, on sait qu'il est très en forme, mais au niveau des watts purs, on l'a pas vraiment vu en bataille face à Roglic, par exemple. Samedi dernier, il a plutôt joué l'équipier. Almeida a semblé vraiment costaud. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Almeida, c'est dur parce que tu as toujours l'impression qu'il est à l'arrache, en fait. Donc, du coup, il est pas évident à jauger, je trouve. Ouais, c'est ça, mais en fait, il va tellement vite au sprint aussi que un final pas très dur comme celui du final de Lombardie, ça peut vraiment être une carte maîtresse que tu mets au chaud, que tu cales dans la roue de Roglic et que Roglic est rapide aussi, mais Almeida vraiment a montré une très bonne pointe de vitesse. Et pour Alaphilippe, il s'est garé, il avait fait la course sur Milan-Turin et il s'est garé très tôt au pied de la dernière arrivée. Au début, on le voit suivre Maïka, je crois, Ouais. et finalement, il se laisse décrocher. Alors, ça ressemble à du Alaphilippe tout craché qui, voyant qu'il peut pas gagner, il en garde un petit peu. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, je dis du Alaphilippe tout craché, mais c'est du Alaphilippe quand il fixe ses gros objectifs, parce que par exemple, sur le Tour de France, il faisait pas du tout ça. Donc, ça pourrait sembler être plutôt un bon signe, mais je crois avoir lu qu'Almeida avait dit qu'Alaphilippe était malade cette semaine, donc peut-être qu'il a pas un retard de condition, mais qu'il n'est pas autant au top que ce qu'il espérait. Après, voilà, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et ben voilà, les cols qu'on va affronter sur le Tour de Lombardie, que les coureurs vont affronter, ils sont vraiment moins longs, quoi. Donc, enfin, moins longs et moins durs surtout. Donc, voilà, Alaphilippe, je pense que ça peut être un peu le feu follet avec Evenepoel du collectif Koenig. Moi, ce que je vois, c'est vraiment Evenepoel tenter de partir de loin. Et si jamais c'est plus ou moins groupé pour la dernière montée, Alav va tout faire péter et Almeida va courir Roglic. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais DS chez Koenig. Alors Théo, on a parlé de Roglic, le grand favori du meilleur collectif, celui de la Deceuninck. Il y a un troisième coureur que je voulais évoquer et qu'on a vu aussi cette semaine monter un peu en puissance. Hein. On l'avait moqué, c'est pas du tout le terme, mais on l'avait vu vraiment moins bien que pendant le Tour de France. C'est bien entendu Tadej Pogačar. On sent qu'il monte en pression. La semaine dernière, il était un peu juste, je crois, c'était lors du Tour d'Émilie.
Et là, sur la montée de Superga, on n'a pas senti du grand Pogačar, forcément, parce qu'il n'a pas été capable de jouer avec Yates et Roglic, mais on a vu qu'il était mieux. Est-ce que tu penses qu'il a une chance de rétablir la situation là, durant les prochains jours et de pouvoir jouer la gagne samedi en Lombardie? Alors pour moi, oui, en fait, clairement. C'est un peu pour revenir sur ce que je disais au début, et enfin ce qu'on disait tous les deux, cette semaine elle est particulière parce que voilà, il y a plein de courses et tu peux pas faire toutes les courses à fond si tu veux avoir une chance d'être bien sur le Lombardie. Et si on regarde le programme de Pogacar, la veille de Milan-Turin, il était sur les très Valennes. Alors, je prononce pas la course, mais il était sur une autre Les course. 3 vallées d'Arésine, on va le dire en français. Résine en français, c'est plus simple. Et bon, il gagne pas parce qu'il crève à un moment donné, et du coup, Formolo part avec De Marchi, c'est Alessandro De Marchi qui gagne au final. Mais Pogacar, sur cette course, il avait vraiment montré une très bonne forme. Au sprint, il arrive à taper Benoît Cosnefroy et Andreas Kron, qui sont pas non plus les personnes les plus lentes pour choper une place sur le podium. Et Milan-Turin, c'était seulement le lendemain. Alors que Roglic, par exemple, lui, il n'a pas fait Milan-Turin. Et Pogacar a fait beaucoup d'efforts la veille parce que c'était pas une course qui s'est roulée tranquillement. Ils étaient partis loin de l'arrivée. Donc, je me dis que ce qu'il a montré hier sur Milan-Turin, en étant un peu en deçà de Roglic et de Yates, voire même de Almeida, c'est pas forcément très étonnant, sachant que voilà, il avait fait des gros efforts la veille. Tout se va jouer dans la récup, je pense, pour Pogacar. Et s'il vole et qu'il est au niveau de Roglic samedi, ça m'étonnerait pas non plus plus que ça, quoi. Alors Théo, on a parlé de Pogacar, on a parlé de Roglic, on a parlé des deux Koenig. On peut saluer Greg qui arrive sur le chat en même temps. Et les Français dans tout ça, tu as évoqué Cosnefroy, on a vu un petit peu Pinot et Gaudu cette semaine. On sait que c'est une course qui leur a déjà réussi dans un passé pas si lointain, puisque Thibaut Pinot s'est imposé il y a quelques années. Est-ce qu'on a une réelle chance de victoire ou de podium selon toi côté tricolore? Alors, une réelle chance de victoire, ça me semble un peu improbable. Une chance de podium, pourquoi pas sur un malentendu. Je pense que Gaudu a une réelle chance de faire un top 10, voire un top 5. Il a fait une semaine très costaude. Il était pas mal sur le Tour d'Émilie, mais il crève. Ensuite, la course de lundi, il l'a faite, mais vraiment pépère, tranquille, c'était comme une sortie d'entraînement. Il avait fait la course des trois vallées varésines où il fait un top 10. Il est à peu près au niveau de Pogacar sur cette course. Et hier, il est costaud. À un moment donné, j'ai eu peur parce qu'on le voyait plus. Et en fait, il a fait une montée à son rythme. Il fait 6e sur une course qui lui a toujours bien convenu. Milan-Turin, il a toujours fait des bonnes perfs. Toujours dans le top 5 quasiment. Et ben voilà, moi je le situe à peu près à ce niveau-là. Alors, il fait pas partie des 3-4 grands favoris, des 3-4 costauds, mais il est juste derrière avec des Woods, avec des enfin des Adam Yates. Donc je pense que c'est la meilleure chance française, quoi qu'il arrive. Les autres, je sais pas si Cosnefroy sera sur la course. Des Cosnefroy, des Champoussins, la saison commence à être un peu longue pour eux. Thibaut Pinot, il semble aussi accuser le coup. Il a fait beaucoup de courses depuis sa reprise et bon, il a fait un top 5 sur la Coppa Bernocchi lundi, mais depuis, voilà, il semble avoir vraiment du mal. Hier, il a abandonné et bon, je pense qu'il est là pour se faire plaisir et qu'il aidera David Gaudu au mieux, mais niveau chance française, je vois quasiment que David Gaudu, mais qui a des arguments, quoi. Je sais pas si Bardet fera la course du côté de chez DSM, je pense qu'il fera la course. Mais Bardet, je sais pas trop où il en est. Il a juste fait le Tour de Sicile et il a pris part à aucune des courses cette semaine. C'est un peu particulier pour le Tour de Lombardie. Après, on sait que les DSM, ils aiment bien voilà, s'entraîner pas en course, s'entraîner à l'entraînement. Donc on verra. Bardet, c'est un peu l'inconnu. Il était pas mal en Sicile sans être éblouissant. Alors, il y a un dernier coureur que je voulais évoquer avec toi, Théo, qu'on a vu briller cette semaine aussi, hein, on l'a évoqué en début d'émission. Adam Yates qui semble vraiment très très costaud en cette fin de saison et qui sort d'une bonne Vuelta. Alors d'habitude, j'ai envie de dire qu'Adam Yates, il aurait été aidé par le collectif Ineos, mais là je vous ai mis la liste des engagés, hein, parce que c'est toujours différent d'une liste des partants, il faut le rappeler, c'est
des équipes prévisionnelles pardon, qui sont envoyées par les différentes formations. Et bref, d'habitude, le Ineos c'est très costaud sur le papier, mais là, quand on regarde Théo, je vois Castroviero, Dunbar, Tao, Sébastien Henao, Moscon et Stivakov. Bon, c'est pas des peintres, bien entendu, mais on est loin d'avoir un immense collectif Ineos autour d'Adam Yates où on retrouverait, je sais pas, un Carapaz, un Bernal pour ne citer que. Et est-ce que ça va pas être ça le point faible d'Adam Yates, le fait qu'il pourrait se retrouver assez isolé et contraint à sortir dans la dernière bosse, mais qui finalement est assez loin de l'arrivée. Ouais, il est... ça et plus son sens tactique qui est pas forcément le plus. Est-ce que tu sens qu'il accélère, c'est un peu Oui. un Richie Porte quand il était costaud. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu Milan-Turin, dans la dernière montée, il se met devant et il bourrine, il regarde pas derrière, quoi. Finalement, au bout d'un moment, il se rend compte que Roglic reste et que Roglic a l'air d'être au niveau, donc il le fait passer. Mais oui, Adam Yates, il est très fort, mais c'est vraiment un outsider, quoi. Je pense qu'il pourra pas compter sur son équipe pour tenter un coup de loin. Et en plus, j'ai l'impression que c'est pas trop le style d'Adam Yates. Et j'ai du mal à le voir plus fort que Roglic et à battre Roglic dans n'importe quelle configuration de course, quoi. Mais parmi les outsiders auxquels on a parlé de Godu, mais on aurait pu citer Michael Woods, ça me semble le plus costaud des outsiders, quoi. Ouais, c'est largement possible. Alors, quelle place pour Evenepoel, Greg? Il nous demande. C'est pas facile. On en avait parlé un peu avant. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. C'est un peu. Pour moi, il peut gagner bon, on en avait parlé, mais à la Classica San Sebastian, en partant de plus loin, quoi, dans un petit groupe, et en comptant un peu sur une neutralisation des favoris derrière. En tout cas, je pense que c'est comme ça qui serait le plus utile pour son équipe. Greg, tu vas pouvoir nous donner ton prono d'ailleurs pendant que je vais interroger Théo sur la question, et pour laisser Théo réfléchir, justement, je vais donner le mien en premier. Moi, je vois, et puis vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, sur le chat pour ceux qui y sont, je vois plutôt une course qui favoriserait les outsiders, comme on n'a pas le parcours des dernières années. Je vois bien un marquage entre les plus forts, un ménage qui n'a pas été fait forcément au pied de la dernière ascension. J'ai oublié le nom de cette ascension, j'en suis vraiment désolé, mais je vois bien un outsider, bon, pas forcément un coureur qu'on n'a jamais vu avant, mais je pense à ce qu'a fait Poles par exemple sur la Classica San Sébastien. Je vois bien un mec comme ça pouvoir s'imposer parce qu'un groupe de second couteau serait sorti. Et dans ce groupe-là, je vois bien Remco Evenepoel en fait. Donc, pour donner mon prono, je vois Remco gagner devant, allez, pourquoi pas, un Sergio Higuita qu'on a vu un peu à son avantage et là cette semaine, enfin qu'on a vu au moins sur Milan-Turin. Et allez, s'il fallait donner un dernier nom, pourquoi pas Alexander Vlasov. Bon, c'est un prono un peu bizarre, mais si je veux une course d'outsider, je suis obligé de donner des noms de mecs qui sont pas du tout favoris au départ. Donc Evenepoel devant, j'ai déjà oublié qui j'ai dit en deuxième, Higuita, et puis Alexander Vlasov. Du coup, je te laisse la main, Théo. Ouais, moi je vais être un peu plus classique et conservateur, et malgré ce que. Je vois Pogacar gagner devant Roglic et Almeida. Euh, et une arrivée en. Je pense pas que ça partira de loin, au contraire, enfin partira peut-être de loin, mais ça va se regrouper dans la vallée. Et je pense que ça se jouera de la dernière petite côte, quoi. Ça va se jouer avec un groupe de 4-5, je pense. Et Greg, lui, nous dit Almeida devant Roglic et Pogacar. Donc un prono assez tradit aussi pour Greg. Alors Théo, je pense qu'on a fait le tour de ce Tour de Lombardie, mais l'angle d'attaque, c'était déjà les courses de la semaine. Donc on va revenir sur d'autres courses qu'on a été assez gâtés cette semaine. Il y a eu pas mal de courses italiennes, comme tu l'as très bien dit. Mais on a aussi assisté à la dernière course de l'année en Belgique. Je reviens un peu en arrière sur le site de nos amis de First Cycling. C'était Binche-Chimay-Binche, une course assez prisée de tous les amateurs de bière. Mais cette course, elle a vu la victoire de Danny Van Poppel, qui fait vraiment une très belle saison, je trouve, Théo, cette année. Ouais, et une victoire très impressionnante. Alors, Binche-Chimay-Binche, c'est une arrivée un peu particulière en faux plat montant avec des virages et surtout des pavés qui sont assez mauvais.
Et il a vraiment explosé le reste du peloton. Il arrive avec 3 secondes d'avance sur Rasmus Stiller, qui lui aussi fait une bonne saison. 5 secondes d'avance sur Tamigno, c'est un peu la renaissance de Tamigno, et 7 secondes d'avance sur le peloton. Et vraiment une impression de puissance. Il est parti à 800 mètres de l'arrivée, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et ben ouais, il montre vraiment qu'il a une très bonne forme. Il s'était un peu perdu chez Jumbo-Visma et bah, il avait vraiment retrouvé un bon niveau chez Vanti Gobert. Bon, il retourne chez Bora pour faire le poisson pilote. J'espère qu'il aura sa chance de temps en temps parce que c'est quand même un beau coureur, quoi. D'ailleurs, tu parles de Wanty Gobert, Intermarché Wanty Gobert, ils font vraiment une sacrée deuxième partie de saison, Théo. Ah ouais, ils sont très impressionnants. J'allais dire ils collectivisent, mais non, ils collectionnent les victoires sur les points, en plus de leur belle performance sur la Volta. Et voilà, en fait, ils montrent ils sont crédibles en World Tour, et c'est pas le sujet, mais aussi ils recrutent intelligemment. Binyam leur a apporté une victoire, Binyam Girmay, et il fait aussi une petite place là aujourd'hui sur Paris-Bourges. Vraiment, ouais, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans cette équipe, quoi. Ouais, parce Et tu l'as dit, c'est pas le sujet, mais on fera les pastilles d'équipe forcément en fin d'année, mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est loin d'être la plus mauvaise équipe du World Tour en 2021. ouais, clairement, clairement. Après, il faut pas non plus se laisser berné par la fin de saison et la dynamique de fin de saison. Ils ont quand même fait globalement une mauvaise première partie de saison et la plupart Oui, à part des la victoire courses au Giro, ouais, sont en c'était première compliqué. partie de saison. Mais oui, il se rattrape bien et c'est un peu le Venti classique qu'on retrouve, quoi, qui font beaucoup de points sur les courses en Belgique, sur les courses en France. Euh, et c'est une équipe cohérente que j'aime bien, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'équipe cohérente et que moi j'aime bien aussi, je voulais saluer les performances de Uno X parce qu'on les attendait pas forcément et ils sont assez impressionnants, je trouve, depuis le début de la saison. On verra ce que ça donne l'an prochain, mais plutôt chapeau à eux, quoi. Bref, dernière course. Vas-y Théo. Juste Vas-y. de l'intermède, parce qu'on a parlé des courses de la semaine en Italie en se focusant sur le Tour de Lombardie, mais du coup, on a oublié un peu de parler de la course d'aujourd'hui. Juste pour souligner ben, le vainqueur, Matthew Walsh, Ouais, c'était le Tour du Piémont, je crois, aujourd'hui, c'est ça, qui ouais. bah, gagne un sprint un peu classique et bah, c'est le vainqueur de l'Omnium, si je dis pas de bêtises, aux Jeux Olympiques. Ouais, champion olympique Et de l'Omnium. depuis, il a gagné 2 fois, donc encore un beau sprinter sur Bora. Et lui, c'est vraiment un sprinter, hein. C'est un beau bébé. Mm. Il a un physique un peu impressionnant. Et bah voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il donne l'an prochain, quoi, sur des courses un peu plus relevées. D'ailleurs, on parle de jeunes coureurs qui prennent date. Il y en a un aussi, un jeune néerlandais, Olaf Koy, qui lui aussi fait des sacrés perfs depuis quelques semaines, qui a été très très bon en Croatie, qui fait 3 aujourd'hui et je pense que lui aussi il sera à suivre la saison prochaine, tout comme Binyam Girmay qui continue à enquiller les perfs, qui fait encore 5 aujourd'hui, Marek Sko, un peu la renaissance, qui fait 6 c'est un hater, on a pas mal roulé pour lui chez Ineos, mais finalement il est juste, hein, de toute façon c'est pas un pur sprinter, donc moi je le voyais pas trop gagner. On a vu Movistar rouler aussi pour Horace, bon Horace il est gentil mais il fait 16ème. Mais ouais, sinon je pense que c'est à peu près tout sur la course du jour. Et il en reste une. Alors Théo, je vais te poser une question un peu provocatrice, forcément, sinon c'est pas drôle. Est-ce qu'il est pas temps que la saison se termine pour Arnaud Démare et la FDJ? Alors pour Arnaud Démare, oui. Pour la FDJ, on verra après samedi. Parce que si Ouais, Godus parce sort que en s'il y en a podium. qui gagnent ton Bardi, j'ai l'air con après. Mais oui, Arnaud Démare, on sent que c'est long. J'ai l'impression que cette perf, elle montre un peu voilà, toutes les limites d'Arnaud Démare sur cette seconde partie de saison, post-Tour de France. Il n'est pas à la ramasse physiquement. Il fait deuxième derrière Jordi Meus sur Paris-Bourges. Euh, mais il n'est pas au-dessus. Et Démare, j'ai l'impression que quand il n'est pas au-dessus, il a vraiment du mal à gagner. Là, il lance peut-être un péto pour déborder le train des Total Energy et il se fait totalement remonter par Jordi Meus qui lui met un vélo, voire plus. Euh, ouais, voilà, Démare, bon, peut-être qu'il tentera d'aller sur Paris-Tour. Je sais pas Je si crois il qu'il y est sur la a. liste des engagés après avoir, hein, s'il est sur la start list Ouais. définitive. Mais voilà, c'était la saison off d'Arnaud Démare. Faut pas oublier non plus parce qu'il a vraiment du mal à gagner, mais qu'il a gagné pas mal en début de saison sur des petites courses, mais bon, ça compte quand même. Mais que ce soit son train, que ce soit lui,
il est pas aussi fort physiquement que l'an dernier, et en plus, il est pas en confiance. Et ça, chez Arnaud Démarre, c'est un mix qui est un peu compliqué, mais il est totalement capable de se remotiver pendant la trêve. Il a eu des plus grosses désillusions que cette saison dans sa carrière, et je m'inquiète pas trop pour lui pour l'an prochain. Il y a d'ailleurs un autre coureur qui est vachement en difficulté cette année, Théo, et bah c'est Brian Cocard. Il fait 5 aujourd'hui, hein, mais Brian Cocard, il n'a pas gagné en 2021. Donc ça commence à devenir très dur. Est-ce qu'on... Bah pareil, hein, même question que pour Démarre. Est-ce qu'on peut juste attendre qu'il s'offre un nouveau challenge l'an prochain chez Cofidis et qu'on espère le revoir à un niveau un peu plus élevé Ouais, je pense que ça lui fera du bien, hein. En première partie de saison, il a vraiment il a vraiment tourné autour. Dès le Grand Prix de la Marseillaise, il était sur le podium, il était souvent dans le top 10. Mais sa deuxième partie de saison, elle était vraiment très laborieuse. Et ça me fait un peu penser à sa saison, je crois, 2017, quand il est pas sur le tour à l'époque, c'était Direct Energy, tout à fait. et qui va partir chez Pinot et qui fait une fin de saison un peu en autre boudin. Bah là, j'ai l'impression qu'aussi il y a quelque chose qui s'est cassé avec son équipe, quoi. Il est pas là, il travaille pour lui, mais il est pas là. Des fois, il finit pas les courses aussi. Donc, cette cinquième place aujourd'hui, c'est son meilleur résultat de la deuxième partie de saison. Il va peut-être se remotiver pour Paris-Tour. Mais oui, c'est dommage parce que même s'il n'a pas gagné énormément chez BNB, il a quand même gagné. C'était quand même lui le coureur moteur du projet. Et Tout c'est à un peu fait. dommage que ça se termine pas bien pour lui. Et pour revenir sur ta question, je pense que ça va lui faire du bien de courir plus souvent en World Tour. Parce que oui, Cofidis c'est en World Tour. Des fois, j'ai tendance à l'oublier un peu. Mais ça va lui faire du bien de refaire des grands tours. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de sprinters qui continuent pas à progresser, mais à être à un bon niveau après 30 ans. Ben peut-être que ça va lui faire passer le cap qu'il a jamais passé dans sa carrière. Et si c'est pas le cas, je pense qu'il aura quand même pas mal de regrets d'être resté en Conti Pro au moment où, ben, pour sa carrière, logiquement, il fallait monter en World Tour, quoi. Oui, clairement, un mauvais choix de carrière. Bon, après, c'est plus facile à dire, forcément, avec plusieurs années de recul, mais quand on pense qu'on l'annonçait chez De Koninck, qu'est-ce qu'il aurait pu faire chez De Koninck, c'est un petit peu dommage pour Brian Cocard. Alors, Polska nous dit que Mozzato a effacé les comptes de performance de Cocard. C'est vrai que Mozzato, bah, il fait une belle saison, hein. C'est un peu comme Bonamour, c'est peut-être un peu les deux rayons de soleil chez BNB, parce que, bah, on le rappelle, BNB, ils n'ont pas gagné une seule course pro en Europe cette année, donc c'est une saison qui est quand même assez complexe. On sait que la place l'an prochain sur le tour sera très compliquée à obtenir s'il n'y a pas un World Tour à 18 équipes, enfin si la structure Québécoise ne disparaît pas, ce qu'on n'espère pas, hein, bien entendu. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du jour, mais c'est assez compliqué pour eux. Alors, bah, moi, j'ai pas vu la course Théo Paris-Bourges, mais du coup, je vais juste regarder un peu les noms des coureurs dans le top 10. Et il y a un coureur qui marque un peu les esprits depuis quelques semaines. On en a déjà parlé, hein, lors de nos émissions. C'est le français Jason Tesson qui va pas franchir, enfin, j'allais dire franchir un palier, c'est pas ça, mais qui va pas passer en Pro Conti l'an prochain, qui va rester chez Saint-Michel-Aubert 93, mais il fait une très belle deuxième partie de saison, un huitième encore aujourd'hui à Paris-Bourges. Ouais, je pense il a gagné ses premières victoires cette saison. Je pense que c'est pas mal pour lui de rester encore un an chez Saint-Michel en étant vraiment le coureur phare, le coureur protégé. Quitte à passer après directement au World Tour ou directement dans une grosse équipe. Je crois que Damien Touzé avait fait ça aussi. Il avait impressionné vraiment tout le monde une saison et il était resté un an de plus. Il était resté un an de plus bah, pour se faire un peu la caisse. Vaut mieux peut-être pour lui faire ça plutôt que passer directement au World Tour et un peu douter dès le début, pas avoir de résultats. Je pense que c'est pas mal. Je pense que si c'est un coureur qui est très sollicité, donc il s'inquiète pas trop pour son avenir, quoi. Il n'est pas forcément absolument à la recherche d'un contrat. Tout à fait. Alors, d'autres choses à dire, Théo, sur Paris-Bourges ou sur cette semaine de course, tout simplement? Pas spécialement. Je pense qu'on a quand même bien On a fait le tour. recouru en Afrique, c'est un peu un événement. D'ailleurs, c'était pas arrivé, je tenais juste à le souligner, mais sinon, non, je réfléchis en même temps. On avait le circuit En des Ardennes cyclisme aujourd'hui. masculin, en tout cas, oui. Ouais.
Ouais. Bon, il y a une course avec. Je sais qu'on parle pas trop de cyclisme féminin, mais il y a deux Françaises Ah, sur c'est le vrai, podium. oui, oui, t'as raison. Ouais, On va en parler, tiens, on va prendre quelques minutes si t'es d'accord pour parler un peu de cyclisme féminin, parce que j'ai vu un commentaire, mais juste avant je réponds à la question de Polska, quel est le profil exact de Tesson? Bah, c'est un pur sprinter, hein, Jason Tesson, tout simplement. Ouais, Théo, j'ai vu un commentaire qui nous reprochait un petit peu de ne pas avoir parlé de Paris-Roubaix chez les femmes samedi dernier. Bah, c'est vrai que c'était tellement riche ce Paris-Roubaix qu'on n'a pas forcément eu le temps de parler de l'édition féminine. On va essayer de se rattraper justement, comme tu évoquais la course britannique. Bah, un mot sur cette première édition de Paris-Roubaix. Théo, on va revenir un petit peu dans le temps, mais c'est pas grave. Quelle meilleure promotion, j'ai envie de dire, que cette édition de Paris-Roubaix un peu dantesque aussi pour le cyclisme féminin. Parfois, on dit que certaines courses ne sont pas forcément les meilleures ambassadrices des courses féminines. Désolé, je me répète, je suis en train de lire sur le chat en même temps. Bref, je vais reprendre. Ouais, est-ce que c'est pas une super pub cette édition de Paris-Roubaix, cette première édition de Paris-Roubaix pour le cyclisme féminin? Et deuxième question, quand on voit certains commentaires sur les réseaux sociaux, je trouve assez affligeants, où on est en train de comparer les primes dans une vision un peu court-termiste, j'ai envie de dire, alors qu'on devrait se concentrer sur cette réussite qui va peut-être t'amener plus de sponsors que de filer 10 000 balles de plus à répartir entre 10 filles. Enfin, est-ce que c'est pas un peu dommage déjà de voir des polémiques alors qu'on devrait plutôt se réjouir d'avoir un Paris-Roubaix féminin dans un premier temps, d'avoir un Tour de France féminin l'an prochain, et que c'est finalement pas ça, ces belles images, cette super course qui va faire progresser le vélo pour les filles. Ah bon, c'est un débat un peu long et je suis pas Désolé, d'accord avec toi. Mais je pense que dans la plupart des critiques qui ont émergé, c'était aussi des critiques qui venaient de l'extérieur et des gens qui se rendent pas forcément compte que les primes en vélo, en fait, c'est pas ça qui paye vraiment les athlètes. Non, parce que les coureurs sont payés, pas comme en athlétisme ou en d'autres sports ou en tennis. Mais c'est vrai que c'est ballot pour une course, pour une édition un peu, historique, de pas faire attention à ce genre de détails, parce que quand t'es organisateur, tu sais que tu vas te faire reprendre sur ce genre de choses. Après, c'est vrai que on demande aux gens, est-ce que vous préférez que, par exemple, la course soit télévisée ou qu'il y ait les mêmes primes des deux côtés? C'est mieux que la course soit télévisée. Par exemple, le Tour de Grande-Bretagne britannique, le Tour de Grande-Bretagne féminin, pardon, il n'est pas télévisé, du coup, la course, elle n'existe pas, quoi. Oui, donc tu peux avoir les mêmes primes, c'est pas ça qui va t'aider. Parce qu'en plus, ça a été une grande réussite, hein, je crois, au niveau des audiences sur la course féminine, Ouais. par exemple. Mais après, c'est important, c'est symbolique, mais c'est important de faire des efforts. C'est aussi l'occasion de parler des salaires, et à part, par exemple, une équipe comme Trek qui applique les grilles salariales masculines, en tout cas pour le salaire minimum, les autres équipes le font pas forcément. On sait encore que toutes les filles sont pas forcément 100% professionnelles, et c'est vrai que c'est important les gestes symboliques aussi sont importants, même si le plus important, c'est que les courses se tiennent, que l'exposition suive, surtout la retransmission télé suive, parce que c'est ça qui va attirer les sponsors. J'ai l'impression que c'est pas bien parti. Moi, par exemple, cette année, c'est la première année où je suis vraiment le cyclisme féminin à fond, où j'éprouve quasiment autant de plaisir. Je dis quasiment parce que j'ai des chouchous en cyclisme masculin que j'ai pas encore en cyclisme féminin. Mais oui, c'est super, et en fait, ça fait plus de vélo, quoi. Donc c'est super pour les fans, et c'est super pour aussi les filles qui ont la chance de passer professionnelles et de vivre leur rêve, quoi. Tout à fait, ouais. Donc je pense que c'était important de rappeler un peu qu'il y a aussi du cyclisme féminin, mais c'est vrai que c'est dommage, le Tour de Grande-Bretagne n'est pas télévisé, donc on a très très peu d'infos sur la course, à part les résultats, hein, forcément, mais sinon c'est plus facile. Et on a Labou et Clara Copponi sur le podium, quoi. Ouais, mais qui Clara vont pas gagner Copponi, parce qu'elles elle était leader, hein, il me semble, après la deuxième étape. Si je ne dis pas de bêtises. Bref, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je voulais juste souligner un petit mot sur le circuit des Ardennes, hein, que j'ai laissé en fond, victoire de Lucas Ericsson aujourd'hui. C'est bien de voir des points 2 aussi qui subsistent, et pas seulement des grosses épreuves. Donc une épreuve plutôt sympa à suivre jusqu'à la fin de la semaine. Enfin bref, sur ces belles paroles, Théo, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, on a pas mal traîné aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal aussi d'ailleurs.
Non, c'est bon pour moi. Je pense Voilà. on peut se retrouver, se dire à samedi, quoi, ou à dimanche. Ouais, samedi ou dimanche, on vous redonnera l'horaire. On va voir si on attend Paris Tour ou pas pour faire un point sur les deux grosses courses du week-end. Et d'ailleurs, les deux dernières courses de la saison, quasiment, Théo, parce qu'après, il y a encore une ou deux coursettes à droite, à gauche. Mais on peut dire que dimanche soir, la saison est déjà quasiment finie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un beau point final qui nous attend. Petite question hors sujet. Les commissaires et le Tour de Lombardie de samedi, c'est sur le player. Haha. Très bonne question. Est-ce qu'on repart pour 10 minutes sur un débat sur le player, Théo? Non, je pense pas. Ah, moi, je Euh, sais pas, je fais partie de l'élite qui regarde sur GCN, donc c'est plus mon problème maintenant. Eh bien, cher Biotime, je te propose de regarder en direct. Et est-ce que je me suis abonné, moi, au player? J'ai pas le choix. Si je veux regarder les courses. Alors, eh ben, c'est pas encore annoncé, on dirait, pour samedi. Parce que là, j'ai le Tour de Vendée. Et c'est à peu près tout. Mais Assis Tour de Lombardie, tiens, il est là à partir de 10h. C'est parce qu'il est en intégralité. Et malheureusement, il n'y a pas, tu vois, il y a le petit logo Eurosport 1 sur le cyclisme sur piste et il n'y a pas de logo sur le Tour de Lombardie. Donc j'ai bien peur que, comme toutes les autres courses italiennes, malheureusement, ça soit du player, donc ça fasse des très petites audiences. On rappelle qu'il y a quelques chiffres qu'on filtrait. Je crois que c'était 5000 visiteurs, enfin 5000 téléspectateurs la première étape du Giro, donc c'est un petit peu triste. Mais enfin bon, c'est comme ça. Bref, on va pas repartir sur un débat sur player ou pas player. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci Théo d'avoir participé à cette émission. Et on vous donne rendez-vous samedi ou dimanche. Vas-y Théo, je t'ai coupé. Allez, salut tout le monde. Ouais. Salut tout le monde, ciao. À bientôt, ciao.